BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto avec mes experts du jour. Hubert de Vauplan, associé chez Morgan & Louis. Bonjour Hubert, bonjour, vous allez bien? Très bien. Merci. À vos côtés, Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Bitstack. Bonjour. Bonjour Alexandre. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Oh, le cours, on va le regarder évidemment ce cours et on va le commenter, savoir jusqu'où ça va descendre évidemment, et plein d'autres sujets dans cette émission. Vous savez, vous pouvez nous écrire crypto@bfmbusiness.fr pour nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le monde des cryptos. On y répond le jeudi. BFM Crypto, le club, c'est parti. Voilà Gwendal en régie qui nous a affiché ce cours du Bitcoin sur une semaine. Là, il est à 91 400 $ et cette baisse assez conséquente, mais vous allez me dire que non, sur cette semaine. Un petit tour de table pour commenter cette progression, cette descente plutôt du Bitcoin. Alexandre. Je vais adopter ma posture traditionnelle. Vous savez, il y a un mème, donc ces images qui circulent sur Internet, qui est très connu dans le monde Bitcoin, qui est la personne qui dit « Oh là là, ça vient de crash ». Et en fait, on regarde à plusieurs années de différence. Il y a en 2013, « Mon Dieu, ça vient de crash à 100 $. En 2015, oh, ça vient de crash à 1000 $. 2017, ça vient de crash à 10 000 $. Donc là, c'est la même chose. Encore une fois, il faut regarder sur le temps long. Et puis après, il y aura un sujet de corrélation que je pourrais traiter tout à l'heure par rapport à la masse monétaire qui est intéressante. Mais sur le temps long, de toute façon, on sait que Bitcoin, c'est un actif qui vit, c'est un actif qui n'a pas de suspension de cotation, qui est coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il va subir des fluctuations, c'est normal, ça arrive tout le temps. Grégory, pardon. Alors, c'est incontestable, le marché est un peu moche en ce moment, mais je pense qu'il y a plein d'éléments en fait, qui expliquent tout ça. Notamment, ce soir, il y a les résultats d'NVIDIA qui portent quand même une grosse partie des indices boursiers, en tout cas des marchés depuis pas mal de temps. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais quand même, sur le cas du marché crypto, strictement depuis début octobre, en fait, tout le monde est assez stressé. Il y a eu une énorme vague de liquidation. Et techniquement, c'est de la baisse, hein. Ah oui, c'est de la baisse. Ouais. Depuis, le marché a un peu du mal à s'en remettre. On se demande si on n'est pas parti en bear market pour une bonne année. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on fait la moyenne de durée des anciens cycles, haussiers comme baissiers, en fait, le marché haussier, c'est terminé le début octobre. Si on compte les jours, si on ne fait que compter les jours. Donc, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Mais moi, je me refuse à croire ça. Peut-être que je me mets un voile devant les yeux, mais on arrive sur une période où les banques centrales vont remettre de la liquidité dans la machine. Les taux devraient continuer à baisser. Et en fait, les précédents marchés baissiers du Bitcoin, quand c'était 2018, 2022, c'était en période de resserrement monétaire. Là, en fait, ça va être l'inverse. Donc, moi, je suis plutôt favorable en fait sur les mois qui viennent. Mais bon, quand même, pour l'instant, le mois d'octobre est pas bon, le mois de novembre pour l'instant pas bon. À un moment, on va trouver probablement un bottom, donc un plus bas, et après, ça pourrait repartir. Moi, c'est un peu ma théorie, mais c'est incontestable de dire que les marchés sont stressés en ce moment. Hubert. En fait, la difficulté sur le Bitcoin, c'est de savoir pourquoi ça baisse. Parce que le fait que ça baisse et que ça monte, c'est normal quand même, on est dans un marché. Donc les gens semblent s'étonner que ça baisse. Non, c'est bien, mais ça baisse pourquoi vite. Ça baisse vite, c'est pas grave aussi. Il y a d'autres actifs, il y a d'autres classes d'actifs qui baissent vite. Je crois que c'est sain et que c'est très bien que ça baisse pour, les gens se rendent compte que c'est pas uniquement un marché haussier. Mais en fait, la raison, c'est pourquoi. On nous a dit pendant longtemps, c'est décorrélé avec les actions. Après, on nous a dit, quand on regarde, c'est un peu corrélé avec les actions. Voilà, c'est clairement décorrélé. Donc, c'est corrélé avec quoi? Avec rien. D'accord, mais c'est corrélé avec rien. Pas facile d'avoir des idées. Parce que le fond, Alexandre va nous expliquer tout à l'heure, mais en fait, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est pourquoi ça baisse. Alors, il y a des tas de raisons qu'on commence à avancer. Mais je pense que c'est plutôt de ça qu'il faut dire. Pourquoi, au fond, a-t-on un mouvement baissier là, alors que quand on regarde d'autres classes d'actifs, on a des explications plus rationnelles. En fait, quelles sont les explications rationnelles sur cette baisse? Alexandre va nous faire un cours magistral. Alexandre Stashchenko. Pas sûr, ce n'est pas mon ambition en tout cas. Non, justement, mon ambition, c'est plutôt de dézoomer. Alors, évidemment, du coup, sur ces dernières semaines, ils sont ressortis du bois, tous ceux qui nous disent que Bitcoin est mort pour la 384e fois, que c'est une arnaque, etc. Mais il y a un commentaire qui est intéressant, c'est les gens qui notent qu'effectivement, il y a une décorrélation qui s'est faite entre la masse monétaire mondiale, souvent on prend l'agrégat M2, donc l'agrégat monétaire, et le prix du Bitcoin. Alors qu'effectivement, la proposition de valeur de Bitcoin, normalement, c'est de se protéger contre la dévaluation monétaire. Donc on s'attendrait à ce que la corrélation entre les deux soit très bonne, quasiment proche de 1, en fait, puisque contrairement aux actions, il y a les
les performances qui peuvent impacter le cours, contrairement à l'or, qui est d'ailleurs une forme d'anticorrélation, parce que quand la liquidité se contracte, les gens cherchent une valeur refuge qui peut être l'or. Donc en fait, l'or, il y a des drivers dans tous les sens. Pour Bitcoin, il n'y en a pas 36, il y en a un seul. Et donc là, je voulais mentionner une étude qui a eu lieu l'an dernier de la macroéconomiste américaine et égyptienne Lynn Alden, qui je trouve, qui est vraiment très bien. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. C'est que effectivement, depuis la crise 2008, de manière générale, c'est pas que pour Bitcoin, en fait, la liquidité, la monnaie, est devenue le driver principal en fait sur les marchés. Et donc ça, on le retrouve pour les actions. Maintenant, les gens attendent plus les décisions de la Fed que les performances boursières. On le retrouve sur l'or, on le retrouve sur plein d'autres facteurs, mais on le retrouve aussi sur Bitcoin. Donc la question, c'est à quel point on le retrouve plus sur Bitcoin que sur le reste. Et en fait, on trouve des chiffres qui sont assez marquants. C'est que quand on regarde, par exemple, sur la période 2014-2024, donc les 10 années au moment de l'étude, on trouve une corrélation entre Bitcoin et M2, donc cette masse monétaire, qui est de 0,91. C'est énorme. C'est proche de 1, ça veut dire que c'est globalement quasiment parfait. Quand M2 bouge, Bitcoin suit. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que quand on réduit l'horizon de temps qu'on regarde, donc si au lieu de regarder 10 ans, on regarde 12 mois roulants, 6 mois roulants, en fait, cette corrélation baisse. Donc on passe 0,91 à 0,51 sur 12 mois, puis 0,36 sur 6 mois, et je pense que le 3 mois n'a pas été fait. Donc il y a deux choses à dire. C'est que, le 0,51 par exemple sur 12 mois, ça reste le mieux. C'est-à-dire que les autres classes d'actifs sont en dessous. L'or, le S&P 500, etc. Tout est moins corrélé que Bitcoin à la masse monétaire. Deuxième chose, c'est que plus on réduit le time frame qu'on regarde, plus on réduit l'horizon de temps qu'on regarde sur cette corrélation, plus on constate qu'elle baisse. En fait, ça vient nous indiquer exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'à court terme, la volatilité, elle, n'est pas drivée par M2. Donc quand on dézoome et qu'on regarde sur 12 mois, sur 2 ans, sur 3 ans, ce qui est, moi, ma conviction depuis longtemps, et accessoirement aussi la conviction du produit qu'on fait chez Bitstack, c'est-à-dire de regarder le temps long, la discipline d'épargne de long terme, etc. En fait, ça ne nous concerne pas, la volatilité, parce qu'on a un horizon de temps qui est long, sur lequel la thèse structurelle, c'est qu'il va y avoir un assouplissement monétaire, et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais en revanche, si vous regardez le marché au quotidien, effectivement, le sujet de savoir s'il y a plus ou moins de monnaie ne vous concerne plus beaucoup, parce que ce qui vous intéresse, c'est les drivers de très court terme, que moi non plus, je ne sais pas expliquer. C'est des gens qui vendent, qui achètent, ils voient une news, ils vendent, ils en voient une autre, ils rachètent. Et ça, c'est des comportements de marché. Je terminerai là-dessus en rappelant que c'est un marché 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc qui est évidemment plus propice à ces mouvements importants que les marchés classiques qui sont fermés à 17h ou qui ont une suspension de cotation dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on souffle un peu en regardant ce graphique qui nous montre l'évolution sur les 3 dernières années uniquement, effectivement, depuis novembre 2022, Grégory. Oui, même s'il y a une grande partie des investisseurs qui sont des investisseurs long terme et qui ne vont pas se mettre à trembler quand il y a des baisses comme ça, il y a quand même aussi une énorme partie des investisseurs qui en fait considèrent Bitcoin comme la partie la plus risquée de leur portefeuille. Donc quand on leur parle de bulle IA qui va éclater, d'une détérioration de l'économie, le premier truc qu'ils vont vendre, c'est forcément du Bitcoin et des cryptos, ce qui peut expliquer en fait ce phénomène à court terme, même si sur le temps long, je me fais pas de soucis. Hubert, pour finir. Bon, d'abord, ça montre, et Alexandre l'a aussi indiqué, que c'est pas une valeur refuge le Bitcoin, contrairement à ce que beaucoup pensaient, estimaient, croyaient, c'est pas une valeur refuge. Donc ça, faut être clair là-dessus, il faut le dire, il faut le répéter. Ensuite, l'explication par la masse monétaire, en fait, elle rejoint le fondamental du Bitcoin. Pourquoi a été créé le Bitcoin ? Justement pour être une valeur, non pas refuge, mais en tous les cas, à contre-cycle de la dépréciation de la monnaie lorsqu'il y a trop de création de monnaie. Donc, je trouve que c'est une explication intéressante parce que ça revient finalement au white paper, au livre blanc de création du Bitcoin. Est-ce que c'est pertinent ? L'étude semble dire. Ce qui manque finalement, c'est qu'on a pour les cryptoactifs en général, surtout un peu moins pour le Bitcoin, moi venant du monde traditionnel, ce qui fait la valeur d'un actif qui est une infrastructure, c'est son usage. Et donc on a parfois dit plutôt que ce qui devrait être un bon driver, un bon indice pour déterminer le cours d'un actif digital, surtout Ethereum, mais même aussi Bitcoin sans doute, c'est sa valeur d'usage, c'est-à-dire son utilisation dans la vraie vie par différents acteurs. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mesuré. C'est-à-dire quelle est la corrélation entre l'utilisation d'un protocole blockchain, Bitcoin ou autre, et son utilisation par les acteurs. Et parce que quand on raisonne en finance de marché, la valeur d'usage, ça se mesure. Et est-ce qu'on a fait cette mesure ? Je n'ai pas vu d'études intéressantes. Donc c'est pour ça que cette étude est intéressante, mais personnellement, elle ne me convainc pas totalement pour la raison qu'a indiqué Alexandre, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas les choses à court et moyen terme. Pour finir, c'est que
À l'inverse, je pense que ça vient expliquer une des choses que je répète souvent, mais c'est-à-dire que ça vient expliquer pourquoi il n'est pas pertinent d'analyser les cryptos et Bitcoin dans le même sac. De la même façon, quand on regarde dans la finance le cours de l'or, on ne regarde pas la valeur d'usage de l'or. C'est 5% la valeur d'usage de l'or dans l'usage industriel. Tout le reste, c'est la simple conviction que ça va réussir son seul job, à savoir préserver de la valeur dans le temps. Donc il y a un côté où Bitcoin, sa valeur est endogène au système. Donc est-ce qu'on s'attend à ce que ça remplisse sa fonction de préservation du patrimoine contre la dévaluation monétaire? Si on constate que la corrélation est de 0,91, alors oui, c'est littéralement l'actif qui le fait de façon la plus pure. Donc, sa valeur d'usage, c'est pas ce que les gens s'en servent dans des transactions. Ça, c'est effectivement plutôt pour Ethereum, les smart contracts. C'est ce que les gens l'utilisent pour préserver leur pouvoir d'achat. Je peux détenir du Bitcoin et faire une transaction tous les 3 ans. Il n'en reste pas moins que je me sers de sa valeur d'usage, à savoir préserver mon patrimoine. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les deux classes d'actifs. Se servir d'un Solana, d'un Ether, d'un NFT ou autre, je peux comprendre qu'on revienne sur des bases analytiques qui relèvent plus de ce qu'on appelle le DCF, donc on attend des rendements futurs et on essaye de les actualiser. Pour Bitcoin, je pense que toute personne qui essaye de faire un DCF sur Bitcoin n'a pas compris la proposition de valeur. De la même chose sur l'or. Si on fait un DCF sur l'or, je ne vois pas les rendements que donne l'or. Donc c'est pour conclure, pour moi, ça vient encore une fois souligner qu'il faut séparer Bitcoin du reste dans l'analyse. Sujet conclu, et Hubert de Vauplane est d'accord avec vous. Hubert, vous vouliez parler et revenir sur l'euro numérique, mais l'euro numérique de gros aujourd'hui. Ah oui, c'est un sujet dont on parle peu. Oui, c'est vrai. C'est dommage. On rappelle ce que c'est. Déjà, c'est celui qui sera destiné aux entreprises et aux banques. Alors surtout aux institutions financières, pas aux banques, c'est-à-dire à tous les acteurs de la finance traditionnelle qui sur les marchés financiers en cours. En gros, sans jeu de mots. Donc le cas d'usage celui qu'on a en tête, il est lié finalement à ce qu'on appelle la tokenisation des actifs financiers. Donc on ne peut pas penser la tokenisation des actifs financiers sans penser un actif de règlement qui soit la contre-valeur de l'actif financier tokenisé. Aujourd'hui, on a des actions, on a des obligations, on a des parts d'OPC qui sont dématérialisées, inscrites en compte, qui fonctionnent cette forme d'actif passif débit crédit depuis une quarantaine d'années. Et en fait, la tokenisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enlève l'inscription en compte et je remplace mon inscription en compte par une inscription dans la blockchain. Et cette inscription dans la blockchain représente ma propriété de mon titre. Et ce qui circule dans la tokenisation, c'est le jeton représentant qui est d'ailleurs le titre, qui est la propriété. C'est pas représentant. Le jeton est le titre. D'accord ? Et donc, quand j'ai un actif tokenisé, une action par exemple, ce qu'est en train de faire le Nasdaq, comme on l'a déjà vu ici, en fait, mon action tokenisée, il va bien falloir que je la paye avec de la monnaie sonante et trébuchante. Pour ça, aujourd'hui, il y a des infrastructures de marché qui fonctionnent avec des systèmes de règlement livraison qui ont 30, 40 ans, qui marchent très bien d'ailleurs, c'est pas du tout le sujet, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour la monnaie numérique. Et donc, l'euro numérique, c'est la réponse à la tokenisation des actifs pour dire il faut, comme dans le marché, une patte règlement et une patte livraison. La patte livraison, c'est l'actif. La patte règlement, c'est quoi? Puisque ça ne peut pas être de l'euro normal, ça ne peut être qu'un euro numérique. Alors cet euro numérique, il ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'euro de détail. Enfin, on pourra peut-être une autre fois si vous voulez, mais l'important c'est déjà aujourd'hui de voir que ça avance bien et que la Banque de France est très en avance sur le sujet. Ça veut dire que sur l'euro numérique de gros, vous trouvez que cette évolution-là, elle est pertinente pour le secteur? Oui, elle est non seulement pertinente, mais elle est même indispensable. Le risque pour les infrastructures de marché européennes, c'est que demain, les règlements livraison, c'est bien sûr un risque pour l'instant théorique, se fassent en stablecoin, dollar. Oui. En stablecoin d'une part, et dollars ensuite. Donc il est indispensable d'avoir une réponse. Alors je passe sur des textes un peu compliqués, mais en fait pour qu'un règlement livraison soit considéré comme définitif, il faut qu'il soit fait en monnaie banque centrale. Et donc une monnaie banque centrale, ça peut être que l'euro. Mais l'euro aujourd'hui n'est pas digitalisé. D'où ce projet de digitalisation de l'euro de gros pour lequel... Comment dire, de manière assez discrète, en dehors des experts, la Banque de France, depuis plusieurs années, avance avec succès avec le secteur privé. Et il y a beaucoup de cas d'usage qui sont en train d'être effectués. Et là-dessus, on a quand même, là encore, la chance d'avoir en France des acteurs, que ce soit les acteurs traditionnels ou la Banque de France, qui discrètement font leur job. Je n'aurais pas du tout le même discours sur l'euro de détail, bien évidemment. Je me doute. C'est pour ça qu'on a bien scindé en deux. Grégory. Et euro numérique de détail, dont on doit quand même avoir des nouvelles d'ici le 31 décembre. Une décision doit aboutir sous présidence danoise, donc en ce moment,
présidence de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont surtout les petits pays qui poussent pour cet euro numérique de détail, qui ne sont pas du tout souverains sur leurs infrastructures de paiement. Si Visa, Mastercard tombent, disons que dans ces pays-là, on ne peut plus faire de paiement. Donc il y a besoin d'une solution souveraine, quoi. Le calendrier entre l'euro numérique de détail et le calendrier... Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Deux choses différentes. Parce que c'est technologiquement c'est complètement distinct. Donc l'euro numérique de détail, on doit avoir une réponse politique avant la fin de l'année, c'est-à-dire une décision au niveau du Conseil qui doit être ensuite transformée au niveau du co-législateur avec le Parlement qui doit se mettre d'accord sur des textes juridiques dont je passe le détail. Et ensuite, ça a été annoncé mi-octobre par la Banque Centrale Européenne avec des tests à partir de 2028, un déploiement 2029. Mais il sera déjà, entre guillemets, trop tard. La décision sera politique, et c'est celle qui nous intéresse, sera prise avant. C'est-à-dire, si au niveau du Conseil, fin de l'année, on a une décision politique qui est de dire « on y va », je vois mal le Parlement, compte tenu de sa couleur politique, dire « on n'y va pas ». Donc, ça veut dire que dans quelques semaines, on va avoir une décision très forte de conséquences. Sur l'euro numérique de gros, comment prennent les acteurs du secteur cette évolution un peu à marche forcée quand même? Alors, non, je dirais pas ça. Je dirais favorablement, et c'est un changement structurel pour eux, parce que c'est toutes les infrastructures qui ont été bâties depuis les 30-40 dernières années avec des gens avec des infrastructures qui s'appellent Euronext, qui s'appellent Euroclear, qui s'appellent LCH Clearnet, enfin ce qu'on appelle les marchés, les bourses, les systèmes de règlement de livraison, les dépositaires centraux. Tous ces gens-là fonctionnent entre eux, et on leur dit au fait, vous avez un système qui est là en place, qui fonctionne très bien, mais la mauvaise anglais, vous pouvez le mettre à la poubelle dans quelques années. La question c'est dans combien de temps, dans quelques années, parce que ça va être remplacé par quelque chose de plus efficace et de plus sécurisé qui va passer par une technologie blockchain. Combien de temps il faut? Et ça doit surtout se faire dans la durée. Il n'y aura pas de Big Bang, si vous voulez. Vous vous souvenez, le Big Bang de Londres, c'est parce que j'ai des cheveux gris que je le dis, en 1986-87, il n'y aura pas de Big Bang de la blockchain sur les marchés. Il y aura des annonces au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on va tokeniser des actifs financiers, on va devoir mettre en face des infrastructures et notamment un euro numérique. Donc ça va être progressif. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'en parle à de nombreux acteurs du secteur qui sont dans la tokenisation, et quand je leur demande mais pourquoi la tokenisation ne décolle pas énormément, c'est parce que tout le monde attend cet euro numérique de gros. En fait, si on n'a pas d'euro numérique de gros, effectivement, c'est les stablecoins. Le risque de contrepartie est quand même plus important. Et un euro numérique frappé par le sceau de la BCE, c'est quand même beaucoup plus rassurant qu'un stablecoin émis par une banque parmi d'autres. Alexandre, votre avis sur celui-ci, précisément, pas de détails. Non, bien sûr. Alors, le petit point de détail, moi aussi je fais des blagues, c'est que la BCE n'est pas d'accord. C'est-à-dire que c'est le conflit historiquement un peu en sous-marin entre la Banque de France et la BCE, c'est que la Banque de France dit l'euro de détail, ça ne sert à rien, il ne faut pas trop avancer dessus. En revanche, de gros, on a une vraie demande business de la part de l'industrie. Et la BCE dit littéralement l'inverse. Elle dit non, mais de gros, on le met de côté. Moi, mon projet politique, c'est de faire le détail, et donc on avance à marche forcée. Donc à la fin, la Banque de France est certes actionnaire de l'eurosystème, mais c'est la BCE qui fait l'eurosystème. Oui. Voilà. Donc il y a une question de qui est le décisionnaire final pour ces deux projets. Est-ce qu'ils pourront être menés en parallèle? Peut-être. Mais là où je suis d'accord avec Hubert, c'est que déjà, numéro un, il n'y aura pas de côté Big Bang. C'est un sujet de DSI, en fait. C'est un sujet de comment on améliore les infrastructures. Ça n'intéresse pas en dehors il n'y a pas d'enjeu politique. Si on remplace la patte cash du règlement livraison par de l'euro numérique de gros, bon, on ne va pas en faire la une des journaux parce que ça ne change rien structurellement, politiquement, à ce qu'est l'euro, au rapport qu'on a avec la Banque centrale. Il n'y a pas ce côté, la Banque centrale détient des comptes de particuliers, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement une demande qui existe. Maintenant, ma question principale, c'est surtout, est-ce que ça sera capable de tenir la route contre la concurrence des stablecoins, alors que les stablecoins sont là, Ils font déjà des centaines de milliards, ils sont déjà tous américains quasiment. Même le premier européen est issu par un Américain. Donc la question, c'est plutôt si ça arrive dans 2 ans et que la tokenisation a déjà avancé 100, l'effet de réseau sera plus fort et puis l'euro numérique de gros, il passera à la trappe. Pour finir, Hubert. C'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte d'alignement, pas encore de planète, mais le discours officiel est une chose, mais le discours non officiel en est une autre. Et par définition, il n'est pas public. En tous les cas, j'allais dire que la Banque Centrale Européenne a mis de l'euro numérique dans son vin, dans le sens que... Vous êtes déchaîné aujourd'hui, c'est pas possible. On n'a pas encore une blague de Grégory, mais on attend. Il est en train d'y réfléchir. Non, mais la Banque Centrale a bien compris, et je suis vraiment sérieux, qu'il y a un sujet qui est exactement celui que dit Alexandre, qu'on a tous évoqué dans nos papiers différents, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de réponse très vite maintenant sur l'euro numérique de gros, c'est les stablecoins,
et les stablecoins dollars qui risquent de prendre la suite. Et ça, c'est l'horreur fondamentale. Je vais éviter le latin, parce que sinon, pour la Banque centrale. Donc je pense qu'il y a un alignement favorable et tant mieux. Et on a juste un dernier point sur le stablecoin euro, c'est que nous, on a un problème en Europe, on n'a pas de dette européenne. Enfin, très peu. On en a un peu post-Covid, mais ce que je veux dire, c'est que les stablecoins américains sont tous backés par des obligations d'État américaines. Si derrière le stablecoin, je mets une obligation allemande, c'est pas une obligation européenne. Donc, il y a aussi cette question fondamentale pour développer le marché des stablecoins, on met quoi derrière ? Grégory. Et juste pour finir, il y a un opérateur boursier allemand récemment, alors je crois que c'est la bourse de Stuttgart, qui a intégré l'USDC, donc le stablecoin dollar, alors qu'on est en Europe et c'est un opérateur boursier européen. Oui. C'est le côté atlantiste des Allemands, on va dire. Qui est un peu moins prononcé en ce moment, quand même. Allez, pour terminer, il nous reste 5 minutes. On va revenir sur cette enquête de blanchiment à l'initiative d'un consortium international de journalistes. Ça a beaucoup agacé Alexandre Stachenko. Pas tant que ça. Non, ça m'a pas... Bon, d'accord, ça m'a agacé. Non, c'est pas tant le sujet de l'enquête. C'est-à-dire que le sujet de l'enquête, il y a du blanchiment dans les cryptos, oui, il y en a, puis il y en a ailleurs, etc. C'est pas une nouveauté. En revanche, moi, ce qui m'a chafouiné, c'est plutôt l'angle qui a été pris. Comme on sait, dans les médias, l'angle fait quand même pas mal de choses. Et là, on a un angle qui n'est pas contextualisant. C'est-à-dire que l'enquête a été publiée de façon quasi sensationnaliste, c'est-à-dire, oh là là, regardez, des milliards, des dizaines de milliards de blanchiment, mais c'est quoi ce scandale, etc. Alors qu'un travail jusqu'au bout aurait exigé de dire, OK, contextualisons. Tant de blanchiment, c'est combien dans la finance traditionnelle, à quelles échelles, etc. Donc, déjà, numéro 1, les chiffres annoncés, en fait, on n'est pas surpris. C'est les chiffres que dit Chainalysis depuis à peu près 3-4 ans. Chainalysis disait entre 20 et 40 milliards. Là, de mémoire, on est à 25, quelque chose comme ça, milliards de blanchiment. OK, on le savait, en gros. Donc, rien de nouveau. Deuxième chose, c'est que il y a blanchiment et blanchiment. Blanchiment sur de la fraude fait vis-à-vis des particuliers, c'est pas la même chose que blanchiment issu du terrorisme ou du narcotrafic ou de la traite d'êtres humains. Et on est évidemment plutôt dans le premier cas, dans ce qui concerne les cryptos. Mais la dernière chose qui me chafouine, c'est celle que j'ai mentionnée, c'est que en fait, 20 milliards ou 25 milliards, je veux dire, le scandale d'il y a quelques années sur juste Danske Bank en Estonie, c'était 200 milliards. Justement, on est à quel pourcentage concernant les cryptos ? Je veux bien répondre. Attendez. C'est un pourcentage minime, c'est infime. Dans les flux, alors le problème, c'est qu'on compare des stocks et des flux. Mais c'est moins de 0,2% des volumes en fait, qui concernent des activités illicites. Et dans l'activité illicite, c'est surtout des scams, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est une comparaison, je conclue, parce que je vois à peu près où est-ce qu'il va aller, mais je ne suis pas en train ni de minimiser, c'est pas bien le blanchiment, évidemment, ni de dire la finance traditionnelle est un mauvais élève. Je suis en train de dire que ça me va très bien qu'il y ait des enquêtes là-dessus, c'est le principe du journalisme, d'aller enquêter sur ce genre de choses. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas eu la contextualisation de dire ça représente quoi par rapport à ailleurs, parce que ça laisse sous-entendre au lecteur que c'est très grave, plus grave ce qui se passe dans la crypto, alors que dans la réalité, en pourcentage, c'est plus faible. Et il aurait fallu mettre le pourcentage au départ, effectivement. Exactement. Ça, on est bien d'accord, et c'est une question de remettre en perspective. Hubert ? Oui, le problème, c'est qu'elle est difficile, cette mise en perspective. Moi, ça fait des mois que je cherche ce chiffre que je ne trouve pas. Il y a juste une phrase d'un rapport de la Direction générale du Trésor américaine en janvier 2024 qui dit que les activités illicites ou illégales utilisant le dollar sont très sensiblement supérieures en volume aux cryptos. Donc, on n'a qu'une appréciation qualitative et pas quantitative, mais ça vient quand même de la Direction générale du Trésor américain, c'est assez intéressant. Et après, on peut faire une analyse amusante, c'est-à-dire qu'on peut, prendre la totale des cryptoactifs en circulation. Sur ce total des cryptoactifs en circulation, on peut voir ceux qui sont utilisés à des fins de blanchiment ou d'activité illicite. Et puis, comme vous le savez, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du dernier bloc, jusqu'où en bloc on remonte pour que le crypto soit teinté, etc. C'est comme si je vous disais, votre billet de 50 €, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas été utilisé pour la drogue ? Juste une parenthèse, mais aujourd'hui, on est capable, en prenant un billet de 50 ou n'importe quelle valeur de l'euro ou n'importe quelle autre chose, de le tracer. De savoir, de tracer s'il y a eu un peu de poudre dessus quelque temps, et c'est une preuve en droit pénal. Ouais. Mais personne ne se pose la question si mon billet de 50... voilà. Donc, on est en train de confondre l'instrumentum et le négocium, comme diraient les juristes, c'est-à-dire l'instrument et le délit. Bon, évidemment que les cryptos servent à faire du blanchiment, et c'est pas bien, mais de la même manière que la monnaie traditionnelle. Et en valeur absolue comme en valeur relative, ce qu'on entend et ce qu'on lit sans chiffres, c'est que c'est beaucoup plus en dollars, en valeur absolue comme en valeur relative.
Est-ce que ça condamne le dollar pour autant? Non. Grégory, pour finir, Moi, j'ai une minute. petite anecdote personnelle. Dans le cadre de mon travail, je rencontre des responsables politiques pour aborder le sujet crypto. Et en fait, cette semaine, donc quand a été publiée cette enquête-là, en fait, j'étais en rendez-vous avec un responsable politique, et en fait, qui va se dire les cryptos, c'est quelque chose qui est extrêmement sale et tout. Et en fait, ils vont retenir en fait surtout ces grands titres dans la presse. Encore une fois, ces enquêtes sont ultra importantes et il faut qu'elles existent. Oui. Mais le sujet, c'est que quand il n'y a pas de contextualisation, après, c'est compliqué pour un politique, en fait, après, de tirer des conclusions vraiment éclairées sur ces choses-là. Et du coup, on arrive, en fait, il y a vraiment pas de prise de position sur l'euro numérique, sur la question de la souveraineté, sur les stablecoins, éventuellement le minage de Bitcoin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est politique, bon, déjà, on a 10 000 sujets à traiter, mais on va voir Bitcoin que sous l'angle blanchiment, qui en fait est quelque chose d'assez minime dans tout l'écosystème. On a aussi ce problème dans les médias, ça c'est très clair, et on essaye de lutter contre ça et de vous offrir aussi des émissions de qualité qui traitent correctement des cryptos. Merci. Merci à tous les trois d'être venus. Hubert de Vauplane, associé chez Morgan Lewis, Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Bitstack, Grégory Raymond, cofondateur de The Big Wedge. Je vous le rappelle que demain, toute la rédaction de BFM Business est mobilisée à l'événement Tout pour investir. On parlera crypto, évidemment, il y aura des conférences sur le sujet. Vous pouvez toujours vous inscrire pour venir nous voir, et Eric Larchevêque sera sur ce plateau à 15h pour un grand entretien. Passez une bonne journée. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.